Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation sur les nouveautés de la plateforme 3D Experience. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter donc, les nouveautés sur la version 2023 GA pour Global Availability. Cette présentation se fait un peu dans la continuité des présentations qu'on a fait auparavant. La dernière qu'on a fait il y a à peu près 2 mois, c'était sur les nouvelles nouveautés de la dernière version vous pouvez également visualiser sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Donc, je suis en présence, on va être trois à vous présenter cette présentation. Il va y avoir mon collègue ici présent, Donc, Benjamin de Ponteves, spécialiste conception et SolidWorks Connected. mon collègue qui est à distance également, Bonjour tout le monde, Jean-François Pinault, dans les équipes de SolidWorks France. et moi-même, donc Eric Chastanet, spécialiste sur la partie simulation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous présenter on va dire un résumé on a fait une sélection en fait des principales nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez avoir plus d'informations ou voir l'intégralité en fait des nouvelles fonctionnalités de cette version de la plateforme, vous pouvez y accéder en allant en fait sur la communauté Platform Users Community qui est disponible sur le tenant d'Asso Systèmes. Donc à partir du moment où vous êtes client de la plateforme 3 d'expérience, tout le monde y a accès. Et donc, vous allez dans la section dans les wikis, et là, vous pourrez accéder à l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Et également, très important, si vous voulez également monter en compétence par vous-même sur les différents rôles de la plateforme 3D Experience, vous avez également accès à du contenu, alors que ça peut être des cours ou ça peut être également aussi des tutoriels sur en fait, l'ensemble des rôles du portefeuille 3D Experience en allant du coup sur l'EduSpace avec le rôle 3D Experience Learner. Pour cette présentation, comme pour les précédentes qu'on a fait, on a découpé ça en trois principales parties. Donc, il va y avoir une première partie conception qui va être présentée par mes deux collègues Jean-François et Benjamin. Une deuxième partie sur la simulation, où là, ce sera plutôt ma partie à moi, on va dire. Et une dernière partie sur la partie gestion de données. Ok, alors du coup, ce que je propose, c'est qu'on va couper les webcams, mais promis, on ne bouge pas. Et du coup, on va pouvoir commencer directement côté conception avec les rôles de conception qui sont directement disponibles sur votre navigateur, donc les XAP. Donc, on commence par 3D Creator, donc, pour la partie conception. Et vous allez voir en fait que dans cette section, si vous regardez en fait tout en haut à droite, vous allez voir que ça concerne les nouveautés que je vais présenter vont pas concerner uniquement les XAP. Vous allez aussi, ça va aussi concerner, pardon, ça va pas concerner uniquement XDesign, ça va concerner toutes les autres XAP. Donc, on va voir qu'en fait, on a de nombreuses nouveautés côté expérience utilisateur et aussi quelques fonctionnalités. Donc, la première belle fonctionnalité qu'on a récupérée avec cette mise à jour, c'est les notifications push, en fait, qui préviennent quand on travaille sur un assemblage et qu'un des composants de cet assemblage a été mis à jour par un autre collaborateur. En fait, on va recevoir une notification pour prévenir qu'il y a eu une mise à jour et qu'on a directement un petit bouton pour justement mettre à jour ces composants. Donc ça, c'est une belle fonctionnalité parce que du coup, on est sûr d'avoir toujours le bon élément dans la bonne révision à tout moment. Donc, dans cette lignée, on retrouve aussi l'apparition d'une petite icône, donc, comme vous pouvez voir à l'écran, qui prévient quand des références de certains de vos composants en fait, sont dépassées. Et donc là, en fait, visuellement, depuis votre arbre de création, vous voyez rapidement que vous avez la possibilité que vous devez mettre à jour, votre modèle. Et donc, ça se fait de façon très visuelle dans votre arbre de conception. Ensuite, du côté du panneau de propriété, on a eu une refonte de ce panneau pour avoir quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus lisible pour les modifier.
Donc là, pour ceux qui utilisent beaucoup Bookmark Editor, vous retrouvez le même type de fenêtre avec les mêmes informations. Et donc ça, vous y avez accès directement dans le contexte de vos XApp. Donc c'est toujours agréable d'avoir un menu d'avoir des menus qui sont simples à comprendre. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, quand vous cotez une référence dans votre pièce ou dans votre assemblage, vous avez l'apparition donc de ce petit curseur, en fait, qui vous permet de coter soit au centre, soit de coter le mini ou le maxi. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que c'est un cercle. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de rapidement, juste avec ce curseur, d'aller coter soit depuis le centre de votre cercle, soit depuis une extrémité. Voilà, donc c'est là d'un point de vue expérience utilisateur, c'est toujours un peu plus simple de s'y retrouver quand on veut mettre différentes cotes. Ensuite, dans la fonction qui permet de faire donc les tiges filetées, enfin les taraudages et les filetages, vous avez maintenant la prise en compte des équations. Donc vous allez voir tout à l'heure dans une petite vidéo récapitulative, vous verrez une utilisation plus dans un contexte et en dynamique. Et donc vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple si jamais vous avez des valeurs qui sont susceptibles de varier quand vous allez faire plusieurs alternatives, enfin plusieurs essais sur votre modèle. En fait, le fait d'avoir ces valeurs qui sont accessibles à tout moment rapidement dans votre arbre de création, en fait, c'est très pratique. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, du côté des performances, on a une amélioration pour tout ce qui est glisser-déposer. Donc, en fait, que vous fassiez un glisser-déposer pour dupliquer un composant ou alors un glisser-déposer depuis votre arbre de conception, en fait, vous allez avoir très peu de ralentissement, ce qui est toujours une belle amélioration parce que c'est plus simple d'utiliser une application qui est fluide. Du côté vraiment fonctionnalité, vous allez voir qu'en fait, quand vous faites un lissage en fonction mince, vous avez la possibilité maintenant de faire de l'épaissir de façon à ce que l'épaisseur soit normale au côté de la paroi. Alors, je ne suis pas forcément très clair, mais vous allez voir dans la vidéo justement que c'est plus parlant, mais du coup, ça, c'est une fonctionnalité normalement que vous connaissiez déjà dans SolidWorks. Et du coup, maintenant, qui est disponible dans toutes vos XApp. Et enfin, on a le mode perspective. Donc ça, ça aussi, si vous utilisez SolidWorks, c'est une fonctionnalité que vous aviez déjà. Où en fait, là, vous avez votre objet apparaît de façon, on va dire, avec des dimensions un peu plus réelles à l'écran. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va voir que ce mode perspective, il est désactivé automatiquement quand vous passez dans une esquisse. Donc justement, quand on a l'objet, on va dire, dans son contexte et que vous voulez tourner autour, c'est toujours plus sympa de pouvoir le visualiser avec de la perspective. Par contre, quand vous faites des modifications, c'est plus simple en général de voir avec une vue normale sans prise de vue particulière. Donc là, en fait, le switch se fait automatiquement quand vous passez dans une esquisse. Donc là, on va justement voir la petite vidéo qui résume les différentes nouveautés. Donc là, vous voyez par exemple le mode perspective qui est par défaut activé. Et vous allez voir que quand on va passer dans une esquisse, en fait, ce mode perspective se désactive automatiquement. Voilà. Ensuite, on a la fenêtre de propriété donc, qui a été modifiée. Donc, vous voyez, accessible directement dans l'application. Toujours avec vraiment toutes les fonctionnalités que vous connaissiez dans d'autres applications. Donc, ensuite, pour la partie collaboration, vous allez voir que la notification push apparaît juste là. Et là, donc, vous avez le bouton raccourci pour tout mettre à jour. Donc là, à nouveau, vous retrouvez la vue perspective qui se met à jour directement. Et donc là, vous pouvez coter selon différents critères. Vous voyez, là, on a juste à changer et du coup, la cote est modifiée instantanément. Pas besoin de la retaper. Donc voilà, le glisser-déposer que j'évoquais, il n'y a plus de ralentissement, c'est très fluide.
Et donc là, vous voyez le petit symbole qui apparaît ici pour prévenir qu'il y a des fonctions qui ont besoin d'être construites. Et donc là, il n'y a pas de référence perdue. Voilà, la fameuse fonction mince. Donc là, vous voyez, en fait, on réalise un balayage, un lissage entre du bas et la partie du haut. Et là, on a la possibilité donc, de lui demander à ce que de travailler avec la normale. Et donc ça, c'est important à avoir, puisque notamment en fonction du procédé de fabrication que vous utilisez pour faire vos pièces, c'est le genre de détail qui est toujours bon de pouvoir maîtriser directement dans le logiciel. Donc là, voilà avec les équations. Donc là, vous voyez qu'on veut modifier la hauteur de filetage et on peut aller chercher directement la fonction depuis le petit bouton fonction et on va chercher dans l'équivalent des variables globales si jamais vous les utilisez dans SolidWorks. Et donc là, si vous voulez faire du paramétrique et mettre des équations, etc., maintenant, c'est possible. Donc voilà, côté 3D Creator. Maintenant, si on va sur la partie eShape, vous allez donc la majorité, toutes les améliorations qui ont été montrées avec 3D, avec XDesign sont valables aussi pour eShape. Et on va voir justement qu'il y a encore des petites nouveautés juste pour ce logiciel. Et pour rappel, si vous avez accès à XDesign et eShape, en fait, directement dans eShape, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctions de XDesign. Voilà. Toujours une petite info qui est pratique de rappeler. Donc la première amélioration, qui est une très belle amélioration selon moi, c'est la possibilité en fait de choisir un petit peu comment on veut que notre modification impacte les différents nœuds. Donc vous voyez par exemple ici avec un système de couleurs, en fait vous pouvez voir à partir de votre sélection si quand vous allez tirer ces points, ça va avoir une forte ou une faible influence sur les points qui sont tout autour. Donc là, vous avez normalement, de façon en plus visuelle, vous avez un retour direct sur comment votre modification vraiment impacte votre modèle. Et cette fonctionnalité, cumulée avec la symétrie et la possibilité de sélectionner vos faces, votre zone de travail, donc en sélectionnant les faces, etc. En fait, là, vous avez vraiment un logiciel qui permet de travailler beaucoup plus simplement ce type de conception, donc dite de mesh. Donc toujours une fonctionnalité qui est appréciée. Ensuite, je vous ai parlé donc du mode perspective par exemple pour XDesign, qui désactivait ce mode perspective à partir du moment où on passait dans une esquisse. En fait, dans Xshape, vu que c'est un mode de conception qui est différent, vous allez pas travailler dans des esquisses, donc vous n'allez pas vous appuyer sur des plans. Mais par contre, en fait, quand vous allez vous mettre parallèle à un plan standard, donc plan de face, plan de dessus, etc., il va désactiver le mode perspective. Donc là aussi, vous allez dans la vidéo récapitulative, vous allez voir ça dans le contexte pour plus de clarté. Mais on retrouve la même fonctionnalité que ce qu'on avait avant, même si le mode de déclenchement n'est pas le même. Très pratique quand on fait du mesh, le CTRL-Z. Alors, avant, c'était déjà supporté. En fait, la nouveauté, c'est que la sélection reste active même après CTRL-Z. Donc là, en fait, quand vous sélectionnez plusieurs points, etc., si jamais vous n'êtes pas forcément satisfait de votre modification, vous faites un CTRL-Z et votre sélection reste active. C'est pas un souci. Donc là, vous pouvez vraiment faire plusieurs itérations, vous pouvez faire plusieurs essais. Vous n'allez plus perdre de temps à devoir resélectionner toute la zone. Donc à nouveau, une fonctionnalité qui paraît simple, mais qui est bien pratique quand on utilise l'objet. Voilà, donc la vidéo récapitulative, comme tout à l'heure. Donc là, vous allez voir le mode perspective. Là, on est en mode, voilà, il se désactive. À partir du moment où on a travaillé avec le cube de visualisation, la sélection qui reste active même après CTRL-Z. Et enfin, du coup, la soft sélection qui permet de voir l'influence des différentes modifications. Donc là, vous allez voir que vous pouvez sélectionner une certaine tolérance associée à votre modification. Et donc, vous avez un retour vraiment visuel direct.
Donc voilà, pour eShape, pas forcément beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais par contre, très apprécié malgré tout. Ensuite, du côté de Sheet Metal Creator qui vous permet donc de faire dans les XApps de la tôlerie, on a une fonctionnalité qui en fait permet de gérer les bords repliés en une seule fonction. Donc ça, c'est toujours pratique quand on a la possibilité de gérer, par exemple, plusieurs côtés dans une seule fonction, puisque ça nous évite la réplication. Et on a un arbre de conception qui est déjà beaucoup plus épuré, puisqu'on a une seule fonction au lieu de 4. Et donc derrière, quand vous voulez faire une modification, bah, c'est forcément beaucoup plus rapide que de mettre à jour chaque fonction. Donc on passe directement à la vidéo. Vous allez voir ça en direct. Voilà, donc là, on commence par créer une première fonction et après, on va faire le bord plié. Donc là, vous voyez, vous allez sélectionner votre profil et après, en fait, vous allez pouvoir le balayer sur chaque côté. Et donc ça, donc je le rappelle, c'est dans une seule et même fonction. Donc pour la modification, on apprécie. Maintenant, toujours toujours côté XApp, on a la partie donc pour la structure, donc, qui s'appelle Xframe, qui va donc faire des structures métalliques. Et donc là aussi, on a de la nouveauté, au-delà de toutes celles qui ont été présentées avant, où par exemple, on va pouvoir maîtriser un petit peu mieux la manière dont on fait les enlèvements de matière. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, vous avez la possibilité donc par exemple, n'enlever qu'un tout petit peu de matière ou alors de faire quelque chose de traversant qui vont s'impacter sur d'autres éléments de la structure. Donc, c'est en fonction des pièces que vous avez à faire, ça peut être un gros gain de temps si d'une seule fonction, vous pouvez enlever de la matière de façon alignée sur d'autres éléments de la structure. Ensuite, quand vous ajoutez un membre entre deux membres qui sont déjà existants, pour positionner, maintenant vous avez l'ajout de petites poignées. Donc, vous voyez, c'est les petites poignées blanches que vous voyez sur les parties vertes, en fait, qui vous permettent de positionner de façon un peu dynamique votre nouvel élément. Donc là, pareil, vous allez pouvoir le constater dans la vidéo dans très peu de temps. Et ensuite, c'est la possibilité d'avoir directement d'accessible dans votre arbre de conception la manière dont vous avez raccordé vos deux membres. Donc là, vous pouvez, quand vous faites une jonction entre deux éléments de structure, vous pouvez ajuster les coins. Et donc, en fait, ces coins-là, vous allez les retrouver maintenant dans l'arbre de conception. Donc, là aussi, c'est toujours plus simple de faire des modifications, puisqu'on gagne du temps à ne pas aller les chercher dans les différentes fonctions. On les retrouve directement presque à la racine. Donc, la vidéo comme promis. Donc là, c'est justement l'enlèvement de matière. Donc, vous voyez qu'on a des fonctions que vous connaissez dans SolidWorks, avec les conditions de fin ou alors une distance. Donc, on les retrouve maintenant ici. Voilà, quand on ajoute les membres, vous allez voir les poignées. Donc là, vous sélectionnez vos deux éléments et après, vous avez juste à tirer pour positionner. Voilà, donc c'est toujours agréable de pouvoir manipuler de façon dynamique, puisqu'on peut gagner du temps. Et là, vous voyez qu'on a pu, depuis l'arbre de conception, accéder à la manière dont on avait fait les jonctions entre les différents éléments. Et enfin, dernière XApp présentée aujourd'hui, donc XDrawing, qui permet à partir des vues 3D, des annotations 3D, en fait, de faire des vues comme sur un dessin.
Donc, première fonctionnalité que vous connaissez si vous utilisez déjà SolidWorks, c'est les bulles automatiques. Donc, ils n'étaient pas disponibles jusque-là, mais maintenant, vous avez, comme dans SolidWorks, vous avez la possibilité, donc juste en sélectionnant votre modèle et en sélectionnant la fonction, en fait, vous allez avoir la possibilité de positionner vos bulles très facilement et très rapidement. Et du coup, à côté, si vous avez votre nomenclature, ben, c'est directement relié avec. Et deuxième fonctionnalité, à nouveau, que vous connaissez pour ceux qui utilisent SolidWorks, c'est l'alignement automatique des vues. Donc ça, c'est toujours plus rapide quand on veut faire un dessin, etc. Bah, ça permet d'avoir un dessin qui est propre facilement grâce à ce genre de petites fonctionnalités. Donc à nouveau, ça paraît simple, mais c'est toujours bien apprécié. Donc là, vous allez voir les bulles automatiques. Donc on sélectionne le modèle, on sélectionne la fonction, et là, à partir de là, on a accès à toutes les possibilités pour positionner. Donc là, à nouveau, vous retrouvez vraiment les comme dans SolidWorks, tout comme les grands. Et donc là, quand vous insérez votre vue, vous allez voir qu'on va avoir un alignement direct. Donc voilà pour les XAP. Donc je vais vous présenter les nouveautés de SolidWorks. Donc là, ce qu'on a fait la dernière fois, je vais vous présenter en fait les nouveautés SolidWorks Connected et les nouveautés UES, donc le connecteur de SolidWorks, puisqu'en fait la majorité des nouveautés sont déjà des nouveautés que vous avez vues dans SolidWorks avec le What's New SolidWorks 2023. Donc qui sont arrivés seulement à la dernière mise à jour pour les utilisateurs de Connected. Donc première nouveauté, la possibilité d'aller gérer vos design libraries directement depuis la 3D Experience. Donc en fait, quand maintenant vous sélectionnez, vous voulez ajouter une bibliothèque de composants, vous avez un petit bouton que vous voyez en bas, sélectionner à partir de 3D Experience, qui vous permet d'aller sélectionner un bookmark dans lequel vous avez stocké vos différents composants. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité que vous saurez apprécier. De ça, en découle la possibilité donc, de gérer le routing, où là, vous voyez, vous pouvez charger vos bibliothèques de routing depuis l'assistant, et vous allez pouvoir donc récupérer tout ça dans SolidWorks. Ensuite, donc ça, j'insiste à nouveau, c'est des nouveautés que vous avez déjà vues si vous avez suivi le webinaire What's New SolidWorks 2023. Voilà, juste pour info. Donc là, avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité en fait d'activer de façon automatique l'optimisation du mode résolu. Donc là, quand vous avez des gros assemblages à charger, c'est toujours une fonctionnalité qui permet de gagner du temps à l'ouverture. Donc c'est à nouveau quelque chose de plutôt pratique. Ensuite, dans la fonction qui permet de copier et de déplacer les corps, vous avez la prise en charge des équations. Vous voyez que vous avez la possibilité d'aller ajouter des variables globales directement dans vos fonctions, pardon. Donc, si vous avez un modèle qui vraiment est paramétrique à tous les niveaux et si vous voulez faire vraiment une conception très, très poussée, etc., ben, en fait, vous pouvez le faire directement depuis la fonction. Du côté tôlerie, vous avez une belle nouveauté qui vous permet en fait d'ajouter des capteurs dans vos conceptions. Et ces capteurs en fait sont reliés sur votre déplié. Donc en fait, ça veut dire que par exemple, si vous pouvez définir une taille, des dimensions maximales à ne pas dépasser sur votre déplié.
Et donc, à partir du moment où vous la dépassez, vous avez cette fonction qui se met en alerte et qui vous prévient que votre déplié est trop gros par rapport à ce que vous vouliez. Donc là, ça permet on va dire, si vous définissez correctement vos capteurs, vous pouvez faire sereinement une conception, vous êtes sûr de respecter vos contraintes. Donc, c'est toujours le genre de fonctionnalité qui s'apprécie. Au niveau des annotations, donc c'est toujours quelque chose qui est constamment amélioré. Donc là, c'est la possibilité d'avoir un petit peu plus de mise en forme. Et vous voyez par exemple qu'on a un petit bouton qui permet d'ouvrir ces commentaires, donc ces annotations, à l'ouverture du modèle. Donc là, si vous avez une revue de conception, etc., bah, vous pouvez mettre tous vos commentaires dedans et vous êtes sûr que le concepteur pourra le voir dès l'ouverture du modèle. Ensuite, du côté des paramètres, avant, donc ça, c'était une fonctionnalité qui n'était pas disponible avant. Quand vous voulez remettre à zéro vos barres de menu, vos barres de commandes, etc. En fait, avant, tout était remis à zéro sans la possibilité de choisir ce qu'on voulait resetter. Et donc là, en fait, vous pouvez sélectionner, vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous voulez resetter. Donc ça peut être comme vous voyez, les barres de commandes, les barres de fonctions, etc. Donc ça peut être pratique si à un moment vous êtes un peu perdu dans toutes les fonctionnalités que vous avez rajoutées à droite à gauche, ben c'est toujours le genre de choses sur lesquelles on peut gagner un peu de temps. Dans la fonction enroulement, maintenant vous avez la possibilité d'enrouler du texte, ce qui vous permet par exemple de faire de l'enlèvement de matière, etc. avec tout ça. Et c'est typiquement le type de fonctionnalité qui est pratique si sur des composants, vous voulez faire remonter des numéros de série, des matricules, des numéros de pièces, etc. C'est plus simple maintenant que c'est directement intégré dans la partie enroulement. Ensuite, c'est du côté de votre bibliothèque de fonctions. Lorsque vous allez charger votre fonction que vous êtes allé chercher dans la bibliothèque de fonctions, si jamais il y a une erreur, vous avez la possibilité de repointer les références qui auraient été perdues. Voilà, donc c'est toujours plus simple que d'aller annuler la fonction pour faire des modifications. Là, on peut le faire de façon un peu plus dynamique. Donc, on retourne sur la partie tôlerie. Quand vous faites une pièce, vous avez la possibilité en fait de définir de façon symétrique les plis. Donc, vous voyez dans la fonctionnalité à gauche, en fait, pour avoir des rayons internes et externes qui ont le même rayon à différents endroits de la pièce. Donc ça, c'est toujours une belle fonctionnalité lorsque vous voulez ne pas multiplier votre nombre de machines pour faire votre pièce. Donc, mine de rien, c'est toujours un gain de temps, donc un gain d'argent. Toujours dans la partie tôlerie, vous avez une propriété qui a été ajoutée dans les propriétés liées que vous pouvez faire redescendre, par exemple, dans votre plan. Il s'agit du numéro de calibre. Donc ça, vous pouvez le faire, ça redescend maintenant automatiquement, par exemple, si vous allez chercher une table de gabarit, etc. Donc là aussi, ça évite les annotations qui sont notées à la main et qui potentiellement peuvent être fausses après modification. Donc ça aussi, gain de temps, gain de fiabilité, donc on apprécie. Dans les constructions soudées, vous avez maintenant la possibilité donc de regrouper ensemble tous les coins du même type. Donc là, pareil, quand vous voulez faire des modifications, c'est toujours plus rapide d'avoir ça, de regrouper pour éviter de dupliquer la modification. Donc là, toujours dans la même idée, vous pouvez créer un motif en fait que vous allez répéter sur l'ensemble de votre structure pour gagner en rapidité, mais surtout le fait d'automatiser ce genre de tâches, ça vous permet de gagner du temps et à nouveau de la fiabilité dans vos conceptions.
Donc là, c'est pareil, quand vous avez un groupe, un groupe de structures, vous avez la possibilité donc, de définir, vous avez la possibilité de configurer votre profil de mécano-soudure. Et donc là, ça permet à nouveau toujours de gagner du temps, etc. Côté contraintes d'assemblage, vous avez la possibilité maintenant dans les configurations de gérer les espacements entre différents composants sur un modèle. Donc là, par exemple, on voit pour les roulements à billes, ben, en fait, vous avez la possibilité de gérer plusieurs espacements dans différentes configurations, ce qui, en fonction de vos conceptions, peut être à nouveau un gros gain de temps plutôt que d'aller modifier cette cote à la main à chaque fois qu'on veut tester une nouvelle possibilité. Ensuite, une fonction très pratique, la fonction d'auto-repair. En fait, quand de temps à autre, vous pouvez avoir des contraintes qui s'inversent, qui sautent, etc. Mais en fait, avec cette mise à jour, vous avez la fonction qui permet de réparer ces contraintes de façon automatique. Donc là, en fait, vous allez forcer SolidWorks à recalculer les contraintes par rapport à ce qui était fait avant. Et donc, bah, le modèle devrait se mettre à jour avec les bonnes contraintes comme il faut. Donc là, je ne dirais que trop peu, mais on gagne du temps et c'est toujours plus pratique puisque c'est pas, une fois qu'on a déjà fait le travail, c'est pas toujours évident de refaire la même chose. Ensuite, vous avez la possibilité quand vous faites alors j'ai perdu le mot en français, mais du coup, lorsque vous avez des magnetic mates, vous n'aviez pas la possibilité de les désactiver. Que de temps en temps, ça peut être pratique d'avoir ce genre de contraintes et de temps à autre, on voudrait ne pas les avoir. Et donc maintenant, vous avez la possibilité donc de les désactiver si vous voulez positionner votre composant autrement. Alors ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais en fait, c'est la visualisation de l'assemblage qui vous permet en fait de visualiser une propriété en fait avec une mise en couleur. Et donc ce mode-là, en fait, il n'était pas possible de l'avoir quand on était en mode allégé. Donc par exemple, si vous avez un gros assemblage, donc typiquement ici des lignes de production, etc. En fait, ça peut aussi vous intéresser de savoir d'avoir un retour visuel sur une certaine propriété. Donc là, par exemple, on peut mettre en évidence des propriétés de masse, on peut mettre en évidence des propriétés de coût, on peut mettre en évidence des propriétés, par exemple, de temps de reconstruction ou d'ouverture de SolidWorks. Et donc ça, maintenant, c'est possible dans un mode allégé. Et c'est une très belle fonction. Si jamais vous ne la connaissez pas, elle est dans l'onglet Évaluer, comme vous pouvez voir juste au-dessus, et c'est Visualisation de l'assemblage. Et donc ça c'est vraiment un retour visuel direct. Très important, si jamais vous ne connaissez pas, je vous encourage à essayer. Et enfin, pour l'export en step, vous avez la possibilité, quand vous avez un gros assemblage, d'exporter en plusieurs steps différents. Donc là, si vous utilisez les steps pour de la consultation, etc., ça peut être une nouvelle fonctionnalité qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup plus de clarté quand vous communiquez avec vos fournisseurs. Alors du côté dessin, alors ça, c'est une fonctionnalité très pratique, notamment si vous avez des composants vitrés dans vos conceptions, puisqu'en fait, vous avez maintenant la possibilité de gérer de la transparence de certains composants dans vos assemblages. Avant, ce n'était pas possible, puisque si vous aviez un composant en fait vitré, il n'était pas possible de voir au travers. Donc là, maintenant, en fait, vous pouvez configurer par exemple, votre vitre pour… Et enfin, pour finir, c'est lorsque vous faites une nomenclature, par exemple, dans vos dessins, si vous utilisez vos nomenclatures directement depuis SolidWorks, vous pourriez avoir besoin de rajouter des composants à certains endroits qui ne font pas partie de votre CAD-BOM. Par exemple, ça peut être des pièces de rechange ou des pièces supplémentaires. En fait, vous pouvez les ajouter ici. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait cette modification, vous n'avez pas forcément l'info que cette pièce a été modifiée à ce niveau-là. Et donc là, vous avez en fait une mise en surbrillance qui est faite lorsque par exemple, vous changez la quantité.
Et donc, quand vous voyez votre nomenclature, vous savez directement quels composants ne sont pas en bonne quantité par rapport à la 4 Bob. Donc, très pratique si vous travaillez vos nomenclatures depuis SolidWorks et que vous les exportez et les importez, par exemple, dans votre ERP. Alors, on va vous parler en fait de la partie Technical Illustrator pour Composer. Donc, c'est le connecteur pour Composer qui est donc disponible maintenant sur le Composer. Vas-y, je pense que tu peux passer le slide, merci. Donc, on va pouvoir avoir en fait maintenant directement dans l'interface l'ADIN, comme vous l'avez pour SolidWorks, qui va permettre de lancer Composer. Et donc, depuis Composer, de pouvoir venir ouvrir des documents donc, sur la plateforme, de pouvoir les sauvegarder également, donc les fichiers Composer sur la plateforme, de pouvoir créer des révisions. Donc là, autant dire qu'on va récupérer la puissance de Composer sur la plateforme. Donc, c'est vraiment un point qui était attendu et donc qui est maintenant disponible. Donc, la petite application, comme vous voyez, l'icône s'appelle Design with Composer. Ensuite, toujours un petit peu sur le même thème, on va parler du coup des applications intégrées, donc des applications cloud. Donc, en premier, on va parler de 3D Render, donc le rôle avec le trigramme DPA -OC pour OnCloud. Donc, les nouveautés en fait sur 3D Render en fait 3D Render donc c'est un rôle qui contient une application qui s'appelle Xstudio qui va vous permettre de faire des rendus avec des images de grande qualité. Le rôle en lui-même est gratuit. En fait, il fonctionne avec des tokens. Donc, ce sont les tokens qui sont payants, qui sont consommés par rapport à la qualité de l'image que vous sortez. C'est lors du moment du calcul que c'est fait. On avait fait un post à un moment donné dans les différentes communautés pour expliquer un petit peu la consommation. Si vous voulez regarder un petit peu ça, c'est aussi faisable. En grosse nouveauté, en fait, ça va être les possibilités à partir de l'outil de recherche de directement avoir la possibilité d'ouvrir le fichier Xstudio sans avoir au préalable, en fait, avant à aller ouvrir l'application. Le point important, c'est la prise en compte des décalques. Donc, comme on peut le voir en fait ici sur l'image, hein, avec le Compass par exemple ou le logo d'Assosystem et 3DEXCITE, directement en fait la prise en compte de ces décals qui étaient comme attendus. Et puis, l'autre point, c'est la publication directe vers le 3D Drive. Donc, le 3D Drive va vous permettre de partager ces images une fois générées. Donc, vous allez pouvoir directement demander à les générer et les stocker dans le 3D Drive. Donc, le Drive qui va permettre d'inviter des personnes pour partager assez facilement les résultats. On va continuer en fait avec la partie Product Communicator, donc le rôle XPR. Donc ce rôle-là en fait contient deux applications. Donc il contient l'application en fait qu'on vient de parler juste avant, donc Xstudio, et il contient également Xhighlight. Donc Xstudio c'est pour la création d'images de rendu fixe, et Xhighlight on va parler d'un Composer Light. L'intérêt donc ce sont des XApps. Donc c'est un Composer Light, donc aussi avec un prix plus light qu'un Composer. Donc un Composer Light parce que par exemple il ne fait pas les nomenclatures et le bullage, il ne fait pas de fichiers SVG, voilà. Mais il répond en fait à une problématique de création de vues et de nomenclature accessible directement dans l'outil. Du coup, sur n'importe quel device, puisque comme c'est une application web, elle nécessite aucune installation. Et on va comme ça en fait pouvoir mémoriser des points de vue, créer des éclatés avec des lignes de repères, des flèches et ainsi de suite. Et donc cette application-là, en fait on va dire subit, c'est pas le mot, plutôt récupère en fait toutes les nouveautés identiques à Xstudio. Donc l'outil de recherche directement accessible avec l'ouverture dans l'application, la prise en compte des décalcomanies et la publication des rendus vers le 3D Drive. L'intérêt donc de Product Communicator, c'est que de Xhighlight, en fait, il va se nourrir des fichiers SolidWorks, entre autres. Donc, quand les fichiers SolidWorks vont évoluer, vous avez la possibilité de revenir sur le fichier Xhighlight et de réactualiser les vues et donc de republier en automatique les images ou les vidéos. Hein, ça va dépendre de ce que l'on va rechercher. OK. On va maintenant basculer totalement
dans les outils plutôt 2D. Donc, vous avez dû voir depuis un moment, en fait, on revient en force sur DraftSight. DraftSight a été beaucoup amélioré. La robustesse a également subi pas mal de performances. On améliore vraiment toujours ce produit. On a énormément de clients aujourd'hui équipés SolidWorks qui ont du 2D, qui utilisent du DraftSight pour faire des implantations, entre autres, mais pas que. Et donc, on continue de mettre les efforts sur DraftSight pour le faire évoluer. On a toujours la version DraftSight que vous connaissez qui s'installe sur le poste, et il existe aussi une version DraftSight connective, donc la 3D Experience DraftSight, qui va s'installer en fait depuis la plateforme. Les deux versions existent, le connecteur et la version embarquée dans la plateforme. On va passer donc sur là, c'est un petit peu résumé, donc on va passer sur la première grosse nouveauté, en fait, c'est la possibilité là, de pouvoir extraire une liste de composants. Enfin, on va se baser en fait sur la liste des blocs présents dans le dessin, dans le DWG. On va pouvoir faire une sélection d'une zone de l'ensemble du dessin. Il va nous ressortir automatiquement en fait la liste des blocs. Et à partir de cette liste-là, on va pouvoir en faire soit une table dans le dessin, une nomenclature dans le dessin, soit en faire un extract vers Excel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe dans AutoCAD, on va le citer depuis déjà un petit moment, et donc qui arrive maintenant dans DraftSight. C'est une attente forte de beaucoup d'utilisateurs. Ensuite, on va avoir l'interface ruban. L'interface ruban qui est apparue donc qui est apparue dans DraftSight depuis déjà pas mal de temps, puisque c'est arrivé après, un petit peu après AutoCAD, mais en fait, ça a suivi cette sortie-là. Et donc, l'intérêt aujourd'hui dans le ruban, c'est qu'on a intégré totalement dans le ruban les boîtes de dialogue lorsque l'on va créer une fonction ou éditer une fonction. Vous n'avez pas de boîte de dialogue supplémentaire qui viennent s'afficher à l'écran. Les éditions se font directement en fait, dans le ruban. Le ruban évolue suivant la fonction dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est pareil, au niveau de l'accès, c'est quand même plus sympathique. Ensuite, on a la notion d'annotation. Donc les annotations, le travail qui a été fait sur cette version-là, c'est lorsqu'une annotation perd sa référence, ça va être la possibilité déjà d'avoir l'alerte qu'elle a perdu sa référence par le petit icône que l'on voit, le petit icône jaune, là, le petit highlight, et de pouvoir après, en fait, par un clic droit, venir réassocier sa référence à l'objet. Donc on le verra tout à l'heure dans la vidéo qui va suivre derrière. Et puis la dernière nouveauté qu'on a souhaité mettre en avant, c'est la notion de sélection en boucle. Lorsqu'on va voir des entités qui vont se superposer. Donc sur un dessin 2D, pas toujours évident d'aller chercher l'entité qui se trouve derrière. Eh bien, en fait, on a rajouté la possibilité d'avoir une sélection en boucle. Donc, ça laisse, en fait, lorsqu'on va cliquer sur l'objet, c'est le principe de la sélection que l'on retrouve dans SolidWorks, comme si on pointait avec une épingle, et il va nous lister l'ensemble dans une boîte de dialogue, l'ensemble des entités traversées, et on va pouvoir sélectionner comme ça, en fait, l'entité qui nous intéresse. On va voir un petit résumé de ces différents points dans cette petite vidéo que vous allez retrouver ici. Donc la première, c'est la possibilité d'aller rechercher, faire un extract en fait de tous les éléments dans un dessin, donc dans un DWG, à partir d'une liste d'un template déjà, et puis après en fait on va les sélectionner donc soit l'ensemble du dessin, soit une partie du dessin. Il va nous lister l'ensemble des blocs. On va pouvoir sélectionner les blocs qui vont nous intéresser. À partir de cette sélection-là, resélectionner les champs que l'on va ressortir. Et direct, ici, on a un aperçu visuel de ce que l'on va vouloir, soit dans le dessin, donc en tant que table, soit en export Excel. Deuxième point, c'est la notion du ruban, en fait, interface ruban, où vous allez voir, lorsqu'on fait une fonctionnalité, lorsque j'édite cette fonctionnalité, les boîtes de dialogue, les informations sont bien présentes dans le ruban. Pas une nouvelle boîte de dialogue qui revient sur l'écran. En termes d'interface graphique, ça reste plus propre et ça évite de surcharger. Les annotations, donc on va voir les annotations en fait qui ont perdu leur référence ici. Elles sont mises en surbrillance. Donc ici l'exemple avec une cote, on va juste réindiquer en fait ces deux points d'ancrage et automatiquement elle est réassociée. Idem ici pour un nota, un repère, une flèche.
on réassocie en fait un point hein, avec les outils d'accrochage objet et automatiquement en fait on a cette réassociation. Et le choix en fait, la sélection en boucle, là typiquement on a le bloc avec la table et les chaises. Au travers, il existe différents éléments, des lignes, les hachures gradients, ainsi de suite. Il va pouvoir en fait nous proposer les différentes sélections possibles. Donc voilà pour la partie draft site. Donc pas mal de choses. Je repasse la main à Benjamin pour la Voilà. partie electrical. Je reviens juste pour cette section et après, après, ce sera bon. Alors, du coup, là, je vais vous présenter donc, les nouveautés de l'application Electrical Schematic Designer. Donc, juste un petit rappel, en solution desktop, vous avez SolidWorks Electrical et en solution cloud, vous avez donc cette application. Et donc là, je vais vous présenter quelques nouveautés pardon, de la 2023. Et en fait, vous allez voir que comme pour les autres applications, on a surtout des nouveautés côté expérience utilisateur et on a quelques nouvelles fonctionnalités. Donc la première nouveauté, c'est la possibilité en fait d'ajouter des tables qui sont liées à à un des composants. Où en fait, la table va s'actualiser en fonction, par exemple, du nombre de connexions de votre composant et va renseigner à quel autre composant votre premier composant est connecté. Parce que beaucoup de composants, veuillez l'excuser. Donc voilà, ça permet d'avoir une certaine intelligence de logiciel quand vous faites vos dessins, ce qui est toujours favorable, puisque à nouveau, ce qui est automatisé, en général, apporte toujours de la fiabilité. Ensuite, vous avez une connexion avec Excel qui est améliorée, où par exemple, vous allez pouvoir en fait gérer certaines propriétés directement depuis votre Excel. Donc typiquement, si jamais vous voulez renseigner la section de vos câbles directement depuis Excel, en fait là le logiciel permet de le faire, ce qui est plutôt pratique puisque si par exemple vous avez un template côté Excel, vous pouvez le réinsérer X nombre de fois dans vos différents dessins, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, on a la possibilité donc de faire des tables qui sont liées à votre circuit, peu importe le type de document que vous faites. Là, il n'y a pas d'exception. C'est tous les documents que vous faites dans cette application ont cette fonctionnalité. Et donc là, en fait, un peu comme ce que vous allez avoir dans SolidWorks avec les nomenclatures, vous allez créer une table qui sera liée à votre circuit. Et donc, toute modification que vous ferez sur votre circuit s'impactera directement dans la table. Donc toujours, comme pour la première nouveauté, c'est toujours agréable. Ensuite, alors ça, c'est une fonctionnalité à nouveau qui paraît très simple, mais qui en fait apporte un gros gain, puisque là, vous avez la possibilité en fait de gérer différentes langues de votre document. Et par simple switch en fait de langue, le document va se mettre à jour. Donc par exemple, vous pouvez faire une première version de votre document en français. Vous déclarez en quelque sorte votre texte comme du texte qui peut être traduit. Et quand vous allez changer la langue, en fait, tout ce que vous avez déclaré va être mis à jour. Donc là, vous allez voir justement dans une petite vidéo un peu comment ça se présente. Et enfin, toujours une nouveauté simple mais efficace, la possibilité donc d'insérer encore plus de formats d'images différents par rapport à par rapport à avant. Donc là, vous pouvez renseigner beaucoup de photos beaucoup d'images pardon sur vos documents sans avoir sans avoir la contrainte de devoir tout convertir dans un format bien spécifique. Là, c'est de plus en plus permissif. Donc, comme pour tout à l'heure, une petite vidéo pour présenter tout ça. Alors du coup, je vous ai parlé de l'application, c'est un rôle 4 tiers, sachez-le. C'est une petite subtilité, c'est un rôle 4 tiers. Donc là, je vous ai parlé donc, des différentes langues, des différentes versions que vous pouvez faire de votre document selon les différentes langues. Donc, vous voyez, vous sélectionnez ici les langues que vous voulez. Vous mettez du texte, et en fait, à partir de là, quand vous allez changer de langue dans votre configuration, vous allez voir que le texte en fait se met à jour. Voilà.
Donc là, c'est une belle amélioration parce que si vous avez plusieurs fournisseurs qui sont dans différents pays, c'est toujours plus rapide de générer vos documents comme ça. Donc là, c'est la fameuse table qui est liée à votre composant, qui se met à jour en fonction des différentes connexions. Là, vous avez la table générale qui est liée à l'ensemble de votre circuit. Vous la déposez dans un coin et là, donc, vous avez tous les détails de votre circuit. Et donc, comme je disais tout à l'heure, une modification de votre circuit ira directement impacter cette table-là. Voilà, quand vous insérez des images, vous avez le choix dans beaucoup de formats. Alors ça, c'est une petite nouveauté bonus. C'est la possibilité, en fait, quand vous faites un export en PDF, quand vous sortez votre liasse, vous avez la possibilité, en fait, d'alterner entre des feuilles en portrait et des feuilles en paysage. Voilà. Toujours quand on imprime. Du coup, je vais laisser la parole à Eric, donc, qui va vous présenter la partie simulation. Alors, pour cette partie, on va commencer sur, j'allais dire les nouveautés, mais c'est principalement la nouveauté sur la partie simulation structurelle. Donc, cette nouveauté, elle concerne on va dire l'ensemble des rôles qui peuvent gérer les éléments de type, les éléments coq au niveau du maillage. Donc, ça va concerner Structural Engineer, Structural Performance Engineer, Structural Mechanics Engineer et aussi les rôles de fatigue. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, en fait, c'est une nouvelle condition limite qui s'appelle Surface Traction et permet d'ajouter une condition, je dirais, de traction tangentielle à la surface et non normale. Donc, par exemple, c'est comme si vous avez un film que vous chauffez ou au contraire que vous refroidissez et qui va se rétracter. Donc, du coup, ça fait vraiment une traction, des efforts qui sont tangentiels par rapport à la surface coque et pas normales par rapport à la surface coque. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau type de condition limite qui vient d'apparaître dans nos solutions de simulation structurelle. Maintenant, on va passer sur les nouveautés, ou également la nouveauté sur la partie injection plastique. Alors, l'injection plastique, c'est un rôle qui permet de simuler le processus d'injection de plastique pour les pièces qui vont être moulées en plastique. Le but de ce type de simulation, c'est souvent d'identifier des zones où on peut avoir ce qu'on appelle des rotatiures, des lignes de soudure ou des cavités d'air qui peuvent se former dans le plastique. Alors, pour ce rôle-là, on a amélioré le gestionnaire de maillage. Donc, le gestionnaire de maillage, on l'avait déjà auparavant, sauf qu'il est très, très peu utilisé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Et là, j'ai fait une petite capture d'écran, on va à droite et on voit que donc le gestionnaire de maillage, maintenant, il contient pas mal d'informations. Déjà, on peut mettre, ou on va dire appliquer une couleur aux différentes pièces, aux différents maillages. Donc ça permet en fait, tout simplement de bien repérer. Mais ça peut être utile, notamment quand on a des pièces un peu compliquées avec les différents canaux, de voir où, on va dire de façon visuelle, où se situe la limite entre le canot d'injection, la pièce, et permettre aussi du coup de localiser vraiment là où on peut notamment améliorer le maillage, surtout sur ces zones de jonction. Ça, c'est assez intéressant. On a donc plein d'informations maintenant qui sont apparues dans ce gestionnaire. En plus de la couleur, donc bien sûr, on peut cacher, afficher les maillages des différentes pièces. Surtout aussi, on peut directement donc, aller éditer le maillage, modifier une cote. Et si le maillage n'est pas à jour, donc il va nous mettre le petit symbole avec les flèches qui tournent, donc pour nous avertir, attention, là, le maillage qu'on est en train de visualiser, ce n'est pas le maillage qui est à jour parce qu'on vient de faire une modification sur le maillage. Donc ça, c'est assez intéressant parce que sur ce type de simulation, on peut être rapidement amené à faire des modifications de maillage. Et puis après, on a quelques informations comme la taille d'éléments principal et aussi le nombre d'éléments qu'on va avoir dans le maillage. Donc ça permet de bien voir la répartition des éléments, quels sont les maillages qui prennent un peu plus, voire un peu trop d'éléments de maillage, donc du coup qui vont alourdir, au contraire, alléger la simulation.
Et enfin, on va terminer sur la partie simulation avec les nouvelles fonctionnalités dans le rôle 3D Motion Creator. Donc, le rôle 3D Motion Creator, hein, pour rappel, c'est un rôle de cinématique, on appelle ça aussi la dynamique, la simulation de corps rigides. Donc, ça permet d'étudier, on va dire, les mouvements, des aspects inertiels aussi, notamment sur les mécanismes un peu complexes. Là, on a implémenté une nouvelle fonctionnalité, c'est un nouveau type de connecteur. Donc, un connecteur, donc on appelle ça le cylindrical bushing. On peut aussi appeler ça un silent block en mécanique. Donc, on n'avait pas ce type de connecteur auparavant, et c'est vraiment, au final, c'est un type d'élément mécanique qui est quand même très utilisé, notamment sur les machines où il y a des moteurs et qui peuvent subir des vibrations, ou pour isoler tout simplement aussi certaines parties des vibrations. Donc le principe de ce connecteur, c'est de rajouter, on va dire, une rigidité et aussi un amortissement axial ou tangentiel. Donc on a plusieurs options. On va pouvoir libérer par exemple la rotation, ou au contraire pouvoir la bloquer. Donc ça, c'est ce type de fonctionnalité. Ce nouveau connecteur, ça va permettre, voilà, on va dire, d'améliorer, d'essayer de représenter un peu plus les machines et les systèmes qu'on peut avoir, qu'on peut être amené à concevoir. On a également en fait aussi créé un nouveau bandeau, on va dire une nouvelle table. Justement, on va implémenter, parce que là, pour le moment, il n'y a que le connecteur ressort et le connecteur bushing qui est dans cette table-là. Mais donc, c'est la table Machine Elements où justement, ça va être des connecteurs qui représentent en fait réellement des composants en réalité de machines, pas seulement juste une connexion. Et donc, on implémentera petit à petit de nouveaux composants dans cette tabulation. On a également ajouté des choses. Alors ça, c'est plutôt pour l'expérience utilisateur. C'est maintenant, on peut visualiser directement sur la géométrie les connecteurs, donc avoir des petits logos en fonction des connecteurs qu'on a appliqués dans notre modèle. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça manquait réellement sur la version précédente. Ça facilite vraiment la revue pour savoir si on n'a pas oublié tout simplement de générer ou de créer une connexion entre différents éléments quand on veut simuler notre mécanisme. On peut également après utiliser un certain système de fils pour voir si on veut afficher que les liaisons de type rotation ou si on veut cacher les repères de coordonnées, etc. Donc c'est vraiment très intuitif au niveau de l'utilisation. Et une dernière nouvelle fonctionnalité que j'ai sélectionnée, savoir qu'il y en a au moins 4 ou 5 autres pour cet outil, c'est sur quand on fait des simulations de mouvements de corps rigides, des fois on peut travailler dans un premier temps à partir d'un schéma, c'est-à-dire qu'on peut faire un premier schéma sur dire cette pièce-là, elle va piloter comme ça, et après on va réellement dessiner la pièce en 3D. Et donc là, la nouveauté, c'est qu'on peut référencer en fait nos rotations, nos connecteurs directement à partir du produit et non pas de la forme 3D, mais vraiment à partir du produit en lui-même auquel on a associé par exemple le schéma. Et donc ça veut dire qu'on peut tout simplement faire des animations, des simulations de cinématiques déjà sur un schéma 2D, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est à droite, on voit au final tous les mouvements se font sur le schéma 2D. Et si ça nous convient, après on peut même assigner donc les pièces qu'on avait déjà conçues ou au contraire qu'on va après concevoir et modifier sans casser, on va dire, toute cette cinématique-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet, on va dire, de faciliter, on va dire, l'avancement d'un projet, surtout si c'est amené à avoir des modifications. Donc voilà pour la partie simulation. Et puis maintenant, je vais passer la main à mon collègue Jean-François pour la dernière partie, sur la partie gestion des données. Donc, je reprends la parole. Donc, sur cette partie-là, on va voir les nouveautés, tout ce qui concerne ce qu'on appelle la gouvernance, donc tout ce qui est la partie rattachée à rôle Enovia, en fait, à la marque Enovia, pardon. En premier, on a souhaité en fait mettre en avant forcément les nouveautés liées au rôle de base, en fait. Alors, la première chose, c'est que le rôle de base, qu'on appelait Collaborative Business Innovator, le nom a changé. Maintenant, vous allez le retrouver sous le nom 3D Swimmer. Donc, c'est un petit changement, mais c'est important parce que quand vous recherchez sur le Compass, vous avez pu retrouver le Collaborative Business Innovator. Le trigramme reste le même, IFW. Par contre, il s'appelle maintenant 3D Swimmer. Pardon.
Donc, dans ce rôle de base, donc on a beaucoup d'applications, hein, et on a notamment en fait une amélioration qui est arrivée avec 2023 à la GA, la possibilité de créer en fait un raccourci rapide sur son téléphone. Donc on le voit là, l'exemple est pris avec l'application MyNote, mais forcément cette fonctionnalité vous allez la retrouver en fait sur toutes les applications. Donc la fonctionnalité s'appelle en fait envoyer à l'appareil. Elle est traduite en français, en tout cas sur la version française, comme envoyer à l'appareil. Si tu veux passer le slide d'après, il y a une petite vidéo qui monte. Là, en fait, vous allez directement obtenir le QR code que vous flashez avec votre téléphone. À partir de là, en fait, ça va vous proposer de créer un raccourci sur votre téléphone. L'intérêt, c'est que vous allez avoir accès à cette application-là comme si c'était une application à part entière sur votre téléphone. Donc, pas besoin de passer par la plateforme, vous connecter, vous retrouver sur le dashboard et aller chercher l'application. Là, en fait, typiquement, c'est super pratique pour ce type d'application. Ça peut être aussi intéressant sur Project Planning, la XPP par exemple, des applications comme ça où on a besoin d'accéder régulièrement et facilement sans forcément se connecter au dashboard auquel on se serait partagé. Ça, c'est plutôt un truc pratique et montrer qu'on va pouvoir utiliser en fait la plateforme sur tous les devices en fait. Ensuite, on a mis en avant une nouvelle application qui s'appelle Channel. Cette application-là, en fait, elle va se baser en fait sur NetVise. La fonctionnalité pure qu'elle propose aujourd'hui existait déjà, mais elle n'était pas forcément très simple à mettre en œuvre. L'objectif en fait de cette application, c'est de pouvoir en fait concaténer un ensemble d'articles, au travers des réseaux et autres, sur un thème donné. Vous allez rentrer en fait un mot-clé. Par exemple, je sais pas, je suis fabricant en fait de matériel de jardin, et puis je vais rentrer le mot robot tondeuse. Et je vais ensuite choisir les sources de recherche. Donc là, il va proposer des sites internet, il va proposer des différentes sources par rapport au mot que vous avez mis. Et derrière, en fait, lui, il va vous amener à l'écran ce que l'on voit en fait. Il va capitaliser l'information qu'il va trouver en fait en temps réel sur les différents articles. On peut aussi pointer en interne dans notre entreprise sur des communautés, sur des choses comme ça. Ça permet en fait d'être à jour, enfin de retrouver facilement des articles qui parlent d'un sujet particulier quand on veut être un peu sur de la veille techno. Plutôt intéressant et simple d'utilisation surtout aujourd'hui cette app, puisque vous avez juste à rentrer vos mots-clés. Vous pouvez rentrer autant de mots-clés que vous souhaitez. Donc ça, c'était ce qui concernait le rôle IFW. Maintenant, on va voir les nouveautés sur la partie, le rôle collaboratif industrie innovateur, donc le CSV, donc lui aussi qui contient pas mal d'applications. Donc on va commencer par les nouveautés sur la partie Change. Donc l'application Change Action, a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Change Execution. Dans le principe, vous allez me dire, oui, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, ça va changer puisqu'en fait, l'interface évolue. Et en fait, on va retrouver au travers de l'application Change Execution l'ensemble des 3 types de change qui existent sur la plateforme, à commencer en fait par le Change Request, le Change Order et le Change Action. Donc, la demande de change, l'avis de modification et enfin l'action de modification. Donc ces trois types de change en fait sont visibles et accessibles directement dans une seule application. Ce n'était pas le cas avant. En fait, avant, il fallait vraiment aller charger chaque application. L'intérêt aujourd'hui, donc le change action reste dans le rôle de base, dans le rôle CSV. Change request et change order, eux, restent dans les rôles spécifiques, le change manager. L'intérêt, dans des structures assez organisées, on va pouvoir mettre en œuvre en fait une demande de modification. Cette demande va passer par un cycle d'approbation. Ensuite, cette demande va être déclinée, si elle est validée, elle va décliner sur des avis de modification, des change order. Et en fait, ces avis de modification vont décliner, eux, sur des actions de modification. Si j'ai une modification sur un élément, par exemple, qui touche à des parties mécaniques et de la partie électrique, on va peut-être avoir un seul change order qui va, lui, pointer sur 2 change actions, par exemple.
Voilà le principe. Donc là, c'est vraiment regrouper l'ensemble des changes dans une seule application. Ensuite, on a des évolutions qui ont été faites, évolutions, améliorations donc plutôt sympathiques en fait sur la partie l'outil de comparaison. Donc l'outil de comparaison, c'est déjà un bel outil dans la plateforme. On a peu de choses en fait aussi compatibles chez les concurrents. Donc là, en fait, on met vraiment en avant cet outil-là qui va permettre de comparer une structure de produit et son 3D et également en fait les propriétés associées. Donc on a les trois types de comparaison affichés dans l'écran. Là maintenant, en fait, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir rendre les différentes comparaisons accessibles via des onglets. Et donc, ça permet aussi d'accéder plus facilement aux différentes comparaisons. Et on va avoir aussi des statuts de comparaison. Voilà. Ensuite, une amélioration sur les outils de route. On a amélioré en fait ici le niveau d'information qu'on fournit à l'utilisateur. Notamment, en fait, on a rajouté la colonne état de l'activité qui va être visible pour chaque route. Ça permet de connaître en fait dans un seul coup d'œil le statut de toutes les routes auxquelles je vais être impliqué. Donc c'est également la possibilité de sélectionner directement ici une tâche et pour l'ouvrir. Hein? Autre nouveauté dans le rôle CSV, c'est les issues. Donc les issues qui ont évolué elles aussi, avec notamment le terme en fait qui existait avant, le terme de copropriétaire qui a été remplacé parce qu'il était souvent mal compris, mal interprété, on va dire. On a remplacé ça par le terme coordinateur, qui a beaucoup plus de sens en fait sur une notion de projet. La notion aussi d'utilisateur informé qui fait son apparition dans les issues et qui va permettre en fait d'impliquer des personnes qui ont juste besoin d'être informées au cours du problème. Donc, ils vont recevoir des notifications. Donc, on va passer en fait ensuite aux nouveautés sur la partie Project Planner, donc le rôle XPP. Donc, une nouveauté plutôt très graphique, on va dire. Une nouveauté intéressante, c'est la coloration des tâches. La coloration des tâches dans le Project Planning en lien avec l'outil de recherche, le 6W Tag. Donc, on va pouvoir en fait utiliser 6W Tag pour faire des filtres de recherche. Et l'intérêt en fait d'avoir comme on le voit là à l'écran par exemple le camembert sur la mise en surbrillance des tâches, des priorités sur les tâches, donc celles qui sont les plus urgentes, celles qui sont en priorité basse. L'intérêt en fait c'est d'avoir directement dans Project Planner les tâches qui correspondent, les couleurs des tâches qui correspondent également au camembert, donc de voir tout de suite en graphique ce qui correspond. Donc ça, c'était aujourd'hui en fait pas réalisable. Ça, c'est une belle nouveauté qui permet de gagner pas mal de choses. Voilà. On va passer directement ensuite aux nouveautés qui sont liées à Product Architect, donc PAU. Une première nouveauté, en fait, c'est la possibilité de gérer l'affichage graphique, l'amélioration de l'affichage en fait des assemblages des sous-ensembles, soit sur CATIA V5 ou SolidWorks, donc on va dire dans tout ce qui est Power BI en fait. Et donc ça va concerner en fait la prise en compte des couleurs et des opacités sur les sous-ensembles en fait. Avant en fait c'était la propriété s'il y avait des mappages comme ça sur les pièces, en fait, c'est elle qui prenait le dessus. Là, maintenant, s'il y a des propriétés graphiques sur les sous-ensembles, on verra, en fait, ces propriétés graphiques, elles sont prises en compte maintenant dans 3D Compose, donc dans PAU. Une amélioration sur l'outil de recherche qui était accessible dans PAU avec des améliorations notamment sur la possibilité de rechercher sur des chaînes de caractères sur tout type d'objet. Et la possibilité aussi de filtrer sur la notion d'inclure dans la recherche les 3D chaînes. Pas des instances, puisque c'est le qu'on n'est pas concerné, mais sur la partie possibilité de rechercher ou non, en fait, et d'inclure dans la recherche les 3D chaînes. Enfin, sur la partie graphique, la possibilité d'avoir une nouvelle colonne
qui permet d'afficher la version du fichier, dans l'affichage graphique, ici avec une colonne spécifique. Donc ça permet de voir directement en quelle version est mon fichier qui a été stocké. Donc voilà pour les nouveautés de la 2023 GA. Il y en a des complémentaires. Hein. Vous avez à disposition le PPT qu'on a fourni là ici. Et puis c'est surtout, on vous mettra à disposition l'enregistrement. On voulait faire un petit statut juste sur 2 points. Le premier, pour reparler de l'offre pour les startups. Hein, pensez qu'il y a une offre spécifique pour les startups, hein, avec une première année découverte qui est gratuite c'est un engagement de 3 ans, hein, et la première année, ce qu'on appelle l'année découverte, qui est gratuite pour les clients. Une deuxième année où on passe à une remise de 70%, et la dernière année, en fait, on passe à une remise de 50%. Donc vraiment des offres attractives pour faire démarrer les startups et avoir des outils vraiment intégrés autour de la plateforme, autour de SolidWorks. Et le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'est le côté SolidWorks pour l'éducation. Les packages spécifiques, donc beaucoup d'étudiants ne sont pas au courant, en fait, ne sont pas informés de ça. On rencontre régulièrement, hein, dans les salons ou autres, des étudiants qui découvrent qu'ils ont droit à une licence SolidWorks gratuite lorsque leur lycée, en fait, est équipé de SolidWorks. Donc ça, c'est juste par rapport à leur adresse académique, leur adresse mail académique. Ils ont droit à la licence, ils ont droit à toutes les ressources de learning, et ils ont droit aussi aux certifications. Donc tout ça en gratuit. Donc ça, c'est important ce point-là, puisque effectivement, c'est la base. Si on forme les étudiants avec les outils, ça permet d'avoir des compétences tout de suite dans vos bureaux d'études. Voilà. Dernier petit point, c'était justement ce que je vous disais juste avant. On vous mettra à disposition sur la chaîne SolidWorks France, donc sur YouTube. Donc, tu as bien SolidWorks France, hein, il y a la chaîne Worldwide, il y a la chaîne France. Sur la chaîne France, vous allez retrouver dans la rubrique vidéo, en fait, différentes vidéos, et notamment, on peut les voir ici, hein, les dernières vidéos que l'on a pris l'habitude de faire. Donc, les What's New pour la FD3, on aperçoit, celui pour la FD4, et donc on aura la 2023 GA. Vous avez également disponible le What's New de SolidWorks aussi. Voilà pour cette présentation. Le prochain webinaire, puisqu'on va garder cette habitude, hein, le prochain webinaire sera forcément en lien avec la sortie de la 2023 FD1. La 2023 FD1 qui est prévue pour le week-end du 11 février 2023. Donc, en général, on fait cette activité-là, en fait, ce webinaire-là, on le fait une quinzaine de jours après. On regardera par rapport aux congés scolaires pour essayer d'être en dehors des congés scolaires. On n'a pas fait, pour l'instant, on n'a pas positionné la date. On recommuniquera sur les réseaux et par mail sur cette date-là, mais notez déjà la sortie de la 2023 FD1 le week-end du 11 février. Voilà. On en a terminé pour cette présentation. Ça a été un peu plus long qu'on pensait, mais j'espère que vous avez tenu le coup. On vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Du coup, bon après-midi et bon week-end. À la prochaine. Au revoir.